Bonsoir à tous. Nous allons, comme d'habitude, commencer à l'heure, si vous voulez bien. Nous avons la chance ce soir d'accueillir Monsieur Michel Carbonat, professeur émérite à la Sorbonne, mais je pense aussi bien connu de vous par ses nombreux écrits en histoire, ses nombreuses biographies, ses études du XVIIe siècle, du XIXe siècle, et également très connu par toutes ses études de géographie. C'est vraiment un professeur historien et géographe, comme on disait autrefois. Et je viens de demander à M. Carbonat de vous parler un peu de ses écrits avant d'entreprendre la conférence, de façon que vous puissiez mesurer l'ampleur et l'originalité de son regard. Je lui passe la parole. Merci beaucoup, merci à vous tous. Je vais essayer quand même de ne pas verser dans l'immodestie. C'est très facile si on ne se surveille pas. Alors effectivement, comme on vient de vous le dire, je suis un représentant de quelque chose qui a existé. Ce n'était pas un cas unique et je crois que des générations entières faisaient histoire-géo. On apprenait histoire et géographie à l'école et les deux disciplines étaient intimement mêlées. Et puis elles se sont séparées. En fait, vous savez, dans la formation des uns et des autres, il y a une très très grande part de disciplines communes, de connaissances communes. Donc ce n'est pas très difficile, quand on est à un certain moment plutôt orienté géographe, de pouvoir aussi s'intéresser à l'histoire et vice-versa. Alors c'est un peu ce qui m'est arrivé, et ce sont les hasards de la vie en deux mots qui ont fait que, j'allais dire, je suis un peu comme cet animal qui a à la fois des ailes et des pattes. J'ai commencé par être historien et j'ai travaillé sous la houlette d'un historien illustre. J'ai eu cette chance qui était Fernand Braudel. Et alors qu'il m'a expédié en Italie, travailler dans les archives de Florence. Vous savez qu'il avait une grande prédilection pour cette ville. Je ne connaissais pas un mot d'italien, mais enfin on apprend sur le tas et on apprend à lire les archives. Et j'étais donc historien patenté, j'ai commencé à faire des recherches sous son contrôle, j'ai commencé une thèse, etc. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai eu l'occasion, étant jeune professeur de lycée, de travailler avec un de mes amis qui avait passé l'agrégation d'histoire en même temps que moi et qui lui était entré dans l'administration de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, l'organisme de l'aménagement de la France qui s'était créé dans les années 1960. Et il m'a dit, tu vas pas passer tout ton temps à préparer tes cours, à corriger des copies et tout ça. Quand tu as un moment libre, tu lâches ton lycée et tu viens travailler avec moi. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'étais d'abord professeur à Chartres, ce n'était pas très commode. Ensuite, j'étais à Sèvres, c'était très facile, un coup de métro ou de bus et d'aller retravailler à la data. Et c'était de la géographie très concrète. D'ailleurs, à cette époque, on ne parlait pas beaucoup d'aménagement du territoire, on appelait ça la géographie volontaire. C'est assez amusant comme titre. Et donc évidemment, forcément, j'ai fait énormément d'études de géographie, parce que l'aménagement, ça ne peut pas être quelque chose de théorique, c'est les pieds sur terre. Et donc je me suis tourné vers la géographie et j'ai même fini par faire une thèse qui était une thèse de géographie et pas d'histoire et qui avait pour titre, alors c'était il y a 30 ans, le Grand Paris, vous voyez. Donc, mais je n'ai pas de droit d'auteur sur le Grand Paris actuel. Et en fait, j'ai essayé d'appliquer les leçons de Braudel parce que Braudel était vraiment à la fois historien et géographe, c'est-à-dire d'aller tout le temps sur le terrain, de regarder le cadre dans lequel les gens bougent ou sont installés, les contraintes de la géologie, de la nature, du climat, la distance, qui sont les voisins, etc. Bon, il y a une foule de choses qui jouent sur le déroulement de l'histoire. On s'amusait même quelquefois avec Braudel à aller
sur des sites de bataille. Alors on avait des chroniques qui vous expliquaient qu'il y avait 1 million d'hommes qui s'étaient battus. Et puis vous étiez au fond d'une petite cuvette dans laquelle on se disait, mon Dieu, combien pouvait-il être? 500, 600, 700, pas plus, parce que physiquement c'était impossible. Mais vous voyez, il faut toujours aller sur le terrain pour essayer de comprendre les choses. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle, j'allais dire, j'ai deux amours, hein, l'histoire et la géographie. Et j'ai effectivement publié un certain nombre de livres d'histoire, beaucoup qui sont des biographies, parce qu'à travers un personnage, le rôle du personnage, sa psychologie, son environnement sont très intéressants par eux-mêmes, mais ce personnage aussi aide à faire revivre une époque. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer le plus possible de rentrer dans les réactions des gens, dans leur état d'esprit, dans leurs désirs, dans leurs peurs. Et donc des biographies, alors concernant le XVIIe siècle, Marie de Médicis, l'épouse de Henri IV, Richelieu, dont la carrière a commencé remorquée par Marie de Médicis. Alors j'ai écrit aussi sur la France de Richelieu, donc quelque chose qui n'est pas une biographie. J'ai écrit même 2 livres sur une affaire de sorcellerie très célèbre, qui s'appelle la possession de Loudun. Loudun, dans la ville de Loudun, il y a eu un cas de possession dans un couvent des Ursulines et c'est devenu une affaire d'État. Alors on a fait brûler le présumé coupable qui était le curé, mais cette affaire a agité tout le monde et ça a été l'occasion d'un très 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 grand débat autour de, alors pas autour de l'existence du diable, nie pas l'existence du diable, mais sur ce que peut être la preuve de la possession, la preuve de l'intervention du diable, etc. Et on est dans une époque où on voit les médecins, on voit les juristes, on voit beaucoup aussi de religieux, de philosophes se poser beaucoup de questions. En tout cas, au passage, ce qui est sûr, c'est que l'expression « la chasse aux sorcières » qu'on utilise quelquefois à notre époque, elle mérite bien sa réputation. Une fois que vous êtes embarqué comme présumé coupable dans une affaire de sorcellerie, vous avez bien peu de chances de vous en sortir. Alors, ça c'était donc 2 livres sur cette affaire de mentalité qui est très intéressante. Sur le 19e, je me suis passionné pour Haussmann depuis toujours. Difficile de faire de l'aménagement et de l'urbanisme sans rencontrer Haussmann. Pour Eiffel, et pour un personnage qui est un personnage très intéressant, très curieux, demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny. Et c'est tout un système politique que l'on voit à travers ce personnage comme à travers les autres. Voilà, et puis des livres alors de géographie pure, si on peut dire, donc sur le Grand Paris, sur le mobilier urbain. Vous voyez, ça paraît très modeste, mais c'est très important, les bancs, les arbres, tout ce qui est le décor de la ville. Sur les tramways, sur les espaces verts, sur le fonctionnement de la région parisienne pendant les 30 premières années, celles qui vont de Gaulle à Mitterrand. Et puis une histoire de Paris qui est à la fois de l'histoire, de la géographie, de l'aménagement, qui est sorti l'année dernière, alors qui est un énorme livre, mais je tire mon chapeau en tout cas à ceux qui ont fait l'iconographie, les maquettes, etc. Voilà donc très, très rapidement. Quelques mots pour vous dire que, alors quelquefois effectivement il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ce mélange des gens et me disent mais alors on vous classe comme quoi? Bon, effectivement on aime beaucoup classer les gens. Moi je dois vous dire que je suis très heureux avec ma mention et mon étiquette d'historien géographe, ça ne me gêne pas du tout et je trouve au contraire que cette dimension à la fois spatiale et puis psychologique qui est très importante, sociale, enrichit énormément. Vous savez, je crois que l'histoire, elle ne donne pas de leçons. Il y a quelquefois des gens qui disent cherchons les leçons de l'histoire, mais ça s'est toujours fait. Même à l'époque de Richelieu, après sa mort, c'est ce qui se passait. Louis XIV demandait à Colbert, qui était un fan de Richelieu, Monsieur Colbert, qu'aurait fait le cardinal dans ces circonstances. Bon, or ça, l'histoire ne l'enseigne pas, mais l'histoire, elle donne des exemples, elle donne des réactions, et puis elle fait entrer vraiment au plus profond de l'humain, et en tout cas, c'est l'une des grandes joies que je trouve dans l'histoire. Alors, nous allons commencer, je vais dire très logiquement, après ce que je viens de vous dire, par un certain nombre d'acteurs de ce Paris du XVIIe siècle dont nous allons nous entretenir. Alors, Paris du XVIIe siècle, on l'a appelé assez souvent le grand siècle. Alors,
cette expression de grand siècle, on l'a appliquée davantage à Louis XIV, parce qu'il a régné très longtemps, parce que son siècle a vu un extraordinaire rayonnement. Je mettrai l'accent sur les arts, la littérature, plus que sur les aspects militaires, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais à la fin du règne, finalement, beaucoup de choses qui avaient été gagnées en cours de route ont été reperdues. Mais c'est surtout le rayonnement intellectuel qui marque cette époque. Alors, il faut quand même tenir compte du père et du grand-père de Louis XIV. Et le père et le grand-père, alors le père était Louis XIII et le grand-père était Henri IV. Henri IV qui est le premier des rois de la dynastie des Bourbons. Et nous avons avec Henri IV, Louis XIII et Louis XIV les trois premiers rois Bourbons. D'ailleurs, le duc de Saint-Simon, qui a écrit les mémoires très connues sur Louis XIV, a écrit aussi un livre qui est extrêmement intéressant, alors qu'il n'a pas publié de son vivant, et qui était un livre dans lequel il y avait une très très grande liberté d'appréciation et de ton. Et ce livre s'appelait Les trois premiers rois Bourbons. Et il expliquait comment il y avait le fondateur, qui était Henri IV. Il y avait ensuite le successeur. Alors, il n'a jamais très bonne presse, le successeur, surtout après un roi aussi brillant que Henri IV. Il faut dire que Louis XIII avait une triste figure, un menton un peu ingrat, il bégayait en plus, et de surcroît, sa mère ne l'aimait pas. Alors, donc effectivement, Louis XIII n'a pas laissé une très très bonne image dans l'histoire. Et par la suite, les romantiques, les Alexandre Dumas, se sont amusés à lui taper dessus. Et puis ensuite est arrivé le petit-fils, Louis XIV, qui a bénéficié de tout ce qu'avaient fait Henri IV et Louis XIII, et qui a donné véritablement la mesure, ou je dirais presque la démesure, de son propre génie et de cette prospérité de la France qui s'était faite. Bref, nous avons là une période de 100 ans environ, une centaine d'années. Et cette période, ce XVIIe siècle, qui pour ma part me fascine, c'est une période dans laquelle il y a comme une espèce d'accélération de l'histoire. Il y a eu le Moyen-Âge, puis il y a eu la période de la Renaissance, qui pour la France et notamment pour Paris s'est terminée dans les affreuses atrocités des guerres de religion. 45 ans de guerres de religion. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 45 ans jour après jour de tueries et de massacres. Il y a eu des périodes de calme, des périodes de rémission, des périodes qui étaient des périodes, on va dire, d'insécurité, mais pas forcément des périodes de guerre. Et puis il y a eu les périodes de massacres, la Saint-Barthélemy, mais tant d'autres en même temps. Et donc, ces guerres de religion se terminent avec l'édit de Nantes, négocié, décidé, promulgué par Henri IV. Les questions religieuses sont donc pour l'essentiel réglées, pour l'essentiel, ne le sont pas définitivement. Et à partir de ce moment, on peut s'occuper d'autre chose. On peut s'occuper de l'économie. On peut s'occuper alors d'équiper le territoire. Et c'est là où on voit déjà des premières actions qui sont très modernes. Henri IV, avec l'aide de son ministre Sully, crée des routes, installe des arbres au bord des routes. Alors ça, les paysans n'aimaient pas du tout. Alors, ils coupaient les arbres et on pendait les paysans aux arbres qui restaient. Et puis on replantait les arbres. Et on a beaucoup canalisé, énormément canalisé la Loire, par exemple. C'est le moment où on a commencé à dresser des levées, des digues en bordure de la Loire. Alors, c'était une très bonne décision à l'époque. Vous savez que le résultat, c'est que la Loire dépose beaucoup de gravier, donc elle montait, donc on monte les digues. Elle dépose des graviers, donc on est obligé de monter les digues. Et si, par malheur, la Loire déborde, perce une digue, etc., elle va inonder toute la vallée qui est autour. Mais enfin, ne critiquons pas nos grands anciens, cela partait d'une bonne idée. C'était, avant les chemins de fer, le moyen le meilleur, le moins fatigant, le plus économique, le plus efficace de voyager. Et comme la France est bien dotée, eh bien, on a même conçu de rattacher les grands fleuves par des canaux, chose qui s'est faite. Et ça a commencé déjà sous Henri IV avec le canal de Briare. Je vous engage à avoir une pieuse pensée pour le canal de Briare qui existe toujours aujourd'hui. 40 km qui ont été une prouesse technique parce qu'on a fait des écluses, ça ne s'était jamais fait. On a fait des écluses pour faire monter puis redescendre les bateaux et ça a permis de relier la Loire et la Seine. Ça a été commencé sous Henri IV et terminé sous Louis XIII. Et donc on fait des infrastructures. Henri IV également fait beaucoup pour Paris.
il a décidé de s'installer au Louvre, qui est complètement ravagé par les guerres de religion. Et il décide tout de suite d'assainir, d'aménager, d'étendre le Louvre et de créer la Grande Galerie, qui mesure pas loin de 500 mètres, qui relie le Louvre aux Tuileries. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette Grande Galerie? Il a un programme politique. Alors les gens disent que la Grande Galerie, c'est pour lui permettre de s'échapper de Paris quand les Parisiens sont menaçants. Ce n'est pas complètement faux, mais la Grande Galerie, elle lui permet surtout d'installer des artistes qu'il choisit lui-même, qui sont des peintres, des sculpteurs, des ébénistes, des bronziers, et de pouvoir les faire travailler sous contrat pendant 3 ans dans la Grande Galerie. Et il crée finalement la culture du roi, le modèle culturel du roi. Parce que lorsqu'il y a un roi, que le roi s'arrête devant l'atelier d'un peintre et dit « Oh, qu'est-ce que ce tableau est beau !» Vous pouvez faire confiance aux courtisans qui sont derrière pour se précipiter vers le peintre et dire « Vous n'en avez pas un à me vendre !» Et donc c'est comme ça qu'il fait la publicité de peintres qui sont Simon Vouette, qui sont Poussin, qui sont des peintres quelquefois moins connus, mais un goût qui se répand. Le Louvre n'est pas encore un musée, mais je dirais c'est presque la Villa Médicis. On invite des artistes et ils sont là et ils exposent leurs œuvres. Alors, à cette époque, la ville de Paris est une ville complètement médiévale. Et c'est une ville également qui étouffe à l'intérieur de ses murailles. En effet, il y a eu les guerres, et pendant les guerres, on était bien content d'avoir des murailles. Et ces murailles, ce sont les murailles de Philippe Auguste et de Charles V. À l'époque médiévale, elles contenaient bien 200 000 habitants. Au moment des guerres de religion, la population de Paris a probablement dépassé les 300 000 avec les gens qui venaient se réfugier depuis les campagnes. Et un certain nombre sont repartis, mais pas tous. Et à l'époque d'Henri IV, donc on a environ 250 000 habitants à l'intérieur des murailles de Paris. Alors, du coup, les rues sont extrêmement étroites, elles serpentent. La majorité des rues ont 6 pieds de large, c'est-à-dire seulement 2 mètres. Et ça veut dire que carrosses et charrettes ne peuvent même pas se croiser. D'ailleurs, Henri IV ne sera-t-il pas lui-même victime d'un embouteillage ? Puisque finalement c'est c'est l'embouteillage, le fait qu'il est obligé d'attendre qu'un accrochage entre un marchand, une charrette de foin et une charrette de vin soit réglé. Ça permet à Ravaillac, qui le poursuit depuis la sortie du Louvre, de le rattraper, de se hisser sur le moyeu du carrosse et de lui planter 2 coups de couteau. Henri IV cherche à lutter contre cette situation, donc élargir des rues, créer des espaces nouveaux, et il en a créé plusieurs. Alors, tout près de nous, il y a la place Dauphine. La place Dauphine, en fait, il y a un ensemble. Il y a le Pont Neuf qu'il termine, et puis il y a la place Dauphine qu'il crée par un système très, très intéressant de concession. Ce n'est pas le roi qui finance la place, mais il donne au président du Parlement de Paris, qui s'appelle M. de Harlay, l'autorisation de combler les trous qu'il y a et d'apporter la terre, d'égaliser, et ensuite de construire des maisons selon un plan triangulaire. Mais c'est le roi qui commande le plan. C'est lui qui impose le dessin. Et puis il dit à M. de Harlay, voilà, maintenant, une fois que vous aurez ce dessin, une fois que vous aurez assaini la terre, je vous donne les permissions de construire, les permis de construire, et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup d'argent. Bon, le président de Harlay n'a pas trop discuté, était-il inquiet, anxieux, on ne le sait pas. Le fait est que l'opération a magnifiquement réussi et que M. de Harlay a gagné énormément d'argent. La rue qui borde le côté disparu de la place Dauphine s'appelle d'ailleurs rue de Harlay. Elle rend justice au créateur de la place Dauphine, mais le véritable inspirateur, c'est le roi. Le roi crée de la même manière la place Royale, qui est notre place des Vosges, avec un plan régulier, des façades qu'il a fait dessiner. Il fait passer des contrats avec des entrepreneurs, des entreprises de construction, qui s'engagent à construire à forfait les maisons, qui sont toutes identiques, sauf les 2 pavillons principaux du roi et de la reine. Et donc c'est encore une contribution à l'assainissement de Paris et à un meilleur urbanisme. Et puis il lance un 3e grand projet, dont il ne verra pas l'aboutissement, qui est la création de la place de France. Alors la place de France, c'était un demi-cercle
dont la base était adossée au mur de notre boulevard des Filles du Calvaire, et qui avait ensuite, comme tout demi-cercle, une forme rayonnante, et les rues qui s'échappaient de la place centrale portaient les noms de provinces françaises, et vous connaissez tous la rue de Bretagne, la rue de Picardie, la rue du Perche, etc. C'est ce qui reste de la place de France, et il y a au milieu une rue qui s'appelle la rue Charlot. Qui est ce Charlot? Charlot, c'était l'entrepreneur qui avait été chargé de réaliser la place de France. Henri IV meurt trop tôt pour en voir la fin. Il avait également l'idée d'un autre projet, mais c'est sa veuve Marie de Médicis qui le réalise. C'est la création de l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis n'existait pas. Il y avait 3 petites îles en amont de l'île de la Cité, et un plan est fait qui rattache 2 des îles l'une à l'autre, et qui, la troisième, la fait plus ou moins disparaître, la rattache à la terre ferme côté droit, et ensuite un plan d'aménagement est fait. Toujours les mêmes principes, la même manière. On trace des plans, on lotit le terrain, et ensuite on charge le réalisateur, on va dire le promoteur, pour prendre un mot moderne, de l'opération, de rentrer dans ses sous. Alors, qui est le promoteur? À la place de France, nous avions M. Charlot. À l'île Saint-Louis, nous avions M. Marie. Il y a le pont Marie. Le pont Marie, alors quelquefois on dit « Ah ben c'est à cause de Marie de Médicis ». Non, non, rien à voir. C'est à cause de M. Marie, qui était l'entrepreneur, promoteur, chargé de développer cette zone. Alors, vous voyez, c'est la marque que Paris bouge, et qu'en même temps, il y a une forte volonté d'essayer d'avoir un Paris un peu plus sain, un peu plus agréable. Alors, il y a un énorme problème, qui est le problème des égouts. Les rues sont très étroites, mais alors les égouts, ça n'existe que par petits morceaux. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a, mais il n'y a pas un réseau d'égouts coordonné. Et puis ce qui se passe, c'est que très souvent, on se trouve devant des égouts qui sont obstrués. Bon, il ne pleut pas, ça va, mais tout d'un coup, la pluie se met à tomber. À ce moment-là, ça déborde, ça envahit les rues, etc. Alors ça, c'est un problème énorme. Le résultat, c'est que finalement, on n'a pas trop intérêt à prendre des bains. Le goût des bains s'était assez développé pendant la Renaissance, et là il y a un consensus qui est un consensus des médecins puis aussi des prêtres. Les médecins qui disent attendez, les bains trop fréquents c'est très malsain. Pourquoi? Parce que nous avons très vite une couche protectrice sur la peau, faite de sueur, de saleté, de tout ce que vous voulez, et il est très dangereux de l'enlever. Et donc le bain devient une prescription médicale. Nous savons par les registres du médecin de Louis XIII combien de bains il a pris dans sa vie. Pas beaucoup, moins de 40. Même chose pendant toute son existence. Voilà. Et alors évidemment c'est bien commode parce que ça évite d'avoir trop d'eau à évacuer. Et les prêtres eux-mêmes s'y mettent en disant attention, les bains c'est dangereux. Il faut dire qu'à la Renaissance, les bains, on se baignait tout nu et il y avait des bains mixtes. Alors ça évidemment, un certain nombre de gens ne pouvaient pas trop se supporter. Et donc prêtre, curé d'un côté et pasteur de l'autre, à l'envi, on dit non, attention, les bains publics, c'est complètement malhonnête et dévoyé. Alors, donc la santé publique dans Paris, elle n'est pas au rendez-vous, et ça explique qu'il y ait si souvent des épidémies dans Paris. Les rues, au surplus, sont extrêmement étroites. Beaucoup de maisons pratique l'encorbellement qui pourtant est interdit depuis François Ier, mais on s'en moque, c'est-à-dire le fait de dépasser au-dessus de la rue. Et évidemment, l'air peut devenir complètement étouffant à certains moments. D'ailleurs, c'est simple, à l'époque de Pâques, quand arrive Pâques, la famille royale quitte le Louvre, quitte ses résidences parisiennes et s'en va respirer un air plus pur à Fontainebleau. Et pendant ce temps, on aère le palais royal, on fait brûler du genévrier, d'autres arbustes odoriférants pour assainir l'atmosphère. Alors, inutile de vous dire quelles sont les difficultés de circulation. D'abord, il y a extrêmement peu de voitures. À l'époque de Henri IV, on recense, tenez-vous bien, 15 carrosses dans tout Paris. D'ailleurs, le roi lui-même n'a pas de carrosse. Quand il se fait poignarder par Ravaillac, il est sur une espèce de, je ne sais pas comment on peut dire, c'est une simple plateforme sur roue, avec, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de vitre, il y a des simples rideaux de cuir que l'on baisse ou que l'on relève. Là, comme il fait beau ce jour-là, on les a relevés, ce qui fait que Ravaillac n'a aucune difficulté à repérer le roi et à l'atteindre.
mais il n'y a pas de carrosse. C'est plus tard que les carrosses vont commencer à venir. Mais un carrosse, c'est très difficile à faire circuler à l'intérieur des rues de Paris. Ces rues également, elles voient alors passer une foule de gens à pied. Les gens à pied, ils transportent toutes sortes de choses. On transporte les marchandises, les produits d'alimentation, les produits dont on a besoin pour l'activité économique des artisans. Et on transporte également des matériaux de construction, parce qu'il y a des immeubles qui s'effondrent, qu'il faut réparer, des nouveaux qui se créent. Alors on transporte du bois, on transporte du plâtre, on transporte des pierres, bien entendu. Et dans les rues de Paris, alors c'est à la fois un vacarme absolument effarant, et puis c'est en même temps le risque pour tout le monde. Alors c'est un sujet même littéraire. Hein. Boileau fait une grande satire sur les embarras de Paris, on se dit il en rajoute. Mais le fait est que circuler dans Paris, c'est relativement dangereux. Alors circuler dans Paris également, c'est le plus sûr moyen de se salir. Avec les égouts qui n'existent pas, il faut bien que l'eau passe quelque part. Donc il y a au milieu de la rue. Alors la rue, elle n'est pas bombée comme aujourd'hui, elle est au contraire creuse. Et il y a un canal central qui passe, par où on évacue tout. Il peut y avoir des cadavres d'animaux, des charognes, des déchets de toutes sortes. Et ça forme un véritable ruisseau. Alors ce ruisseau, il est très épais, il est presque permanent. Il est incrusté dans la terre et on appelle ça gentiment, c'est la crotte parisienne. Bon, ça amuse tout le monde, c'est la crotte parisienne. Alors, vous avez des choses qui sont restées dans notre langage. Nous avons par exemple une expression, tenir le haut du pavé. Qu'est-ce que c'est tenir le haut du pavé? Tenir le haut du pavé, c'est marcher sur la partie la plus haute de la rue, j'ose pas dire du trottoir, parce que ça n'existe pas, le long des façades d'immeubles pour éviter de mettre les pieds dans le ruisseau. Alors évidemment, qui tenait le haut du pavé? Les gens les plus chics, les plus snobs, les plus huppés, etc. Et donc l'expression, elle est restée. Et nous avons également d'autres choses qui sont très 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 frappantes. Vous n'êtes pas très aisé. Vous allez à une réception, vous allez chez des amis, vous n'avez pas de quoi louer une chaise à porteur qui vous éviterait de vous salir les pieds, et vous êtes obligé de marcher vous-même. Vous allez marcher avec vos petits souliers vernis et arriver crotté jusqu'aux genoux chez vos amis ou chez la marquise qui vous attend pour vous faire réciter votre dernière pièce. C'est pas possible. Alors, que font la plupart des gens, des écrivains de l'époque, des gens qui sont la majorité, ils mettent des bottes et puis ils prennent leurs escarpins vernis et ils attachent les lacets, ils les mettent autour du cou. Alors ils vont vaillamment affronter la crotte parisienne, sauter par-dessus les ruisseaux, et puis on arrive à destination. Alors, à destination, généralement, il y a un endroit près de l'entrée, il y a le décrottoir là, sur lequel on racle déjà ses bottes, et puis souvent les amis chez qui on va, ils ont bien un ou deux domestiques, et les domestiques vont s'occuper de nettoyer les bottes. Et puis à ce moment-là, vous pouvez enfiler vos escarpins, et puis vous occuper de la soirée intellectuelle et peut-être gastronomique qui vous attend. Voilà, ça fait partie des rituels de la vie, ça fait partie de ce mode de vie qui est un mode de vie inévitable à cause de ce qu'est Paris à cette époque. Et dites-vous bien que ce Paris médiéval, il va rester ainsi dans ses grands traits jusqu'à la Révolution française et même au-delà, jusqu'aux grands travaux de Louis-Philippe, de Napoléon III et ensuite de la Troisième République. Alors nous avons, nous, encore des restes, des témoignages avec des petites rues qui sont pleines de charme, des rues médiévales, tout ça. Elles sont très jolies pour nous aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus les fonctions qu'elles avaient autrefois, qui étaient les fonctions de tous les jours dans un espace complètement resserré. Alors cette ville de Paris, donc dans ses murailles, est-ce qu'on peut par rapport à nous dire quelles étaient ses limites? Alors c'est extrêmement facile, elle occupe les six premiers arrondissements. Voilà, elle occupe les arrondissements 1 à 6, et au-delà des murs, il y a un certain nombre de faubourgs. Alors, ici, par exemple, nous sommes tout de suite dans le faubourg Saint-Jacques. Tout de suite, parce que la limite de Paris s'arrête à la porte Saint-Jacques, et la porte Saint-Jacques, il y a une belle plaque qui la montre, au début de la rue Saint-Jacques, aussitôt passé la rue Soufflot. Et ensuite, le faubourg, il s'étend.
il y a, pas très loin d'ici, le faubourg Saint-Marcel. Et puis il y a le faubourg Saint-Germain, qui est un faubourg également très développé. Et donc il y a ainsi des faubourgs, mais qui sont en dehors des murs. Alors au moment des sièges, au moment des guerres, évidemment, ils ont beaucoup souffert. Mais lorsqu'on est en temps de paix, en tout cas quand Paris n'est plus menacé, comme c'est le cas sous le règne d'Henri IV, celui de Louis XIII et celui de Louis XIV, les faubourgs peuvent se développer. Et Louis XIV va même prendre une mesure très importante pour le développement de Paris, comme il considère que la force des armées françaises suffit à garantir la tranquillité de Paris. Il va faire démolir sur la rive droite d'abord, puis après sur la rive gauche, le mur de Philippe Auguste et les extensions de Charles V. Et à la place, il fait créer les boulevards, nos grands boulevards, voilà, qui sont des boulevards pour la promenade, des boulevards sur lesquels on plante également des arbres. Et au-delà des boulevards, évidemment, il est très facile maintenant pour la ville de s'étendre. Et alors, on ne veut pas que la ville s'étende à l'infini. Le sage Colbert, ministre de Louis XIV, il a étudié l'histoire, vous voyez, c'est très important. Et il dit à Louis XIV et au gouvernement, ce n'est pas bien que les villes s'étendent à l'infini. Et quand les villes, d'après les exemples de l'histoire, sont devenues trop grandes, elles se sont consumées elles-mêmes. Elles se sont auto-détruites. Et donc, il faut fixer des limites à l'accroissement de Paris. Et alors, on décide de fixer un périmètre. Et alors, ce périmètre, c'est tout à fait extraordinaire. On met des bornes, simplement. Et ce périmètre, ce sera celui qui plus tard sera utilisé pour construire le mur des fermiers généraux, ce mur qui correspond alors à nos 12 arrondissements. 12 arrondissements, le mur des fermiers généraux qui va délimiter le Paris de Louis XVI, de la Révolution, de l'Empire, jusqu'à ce que sous Napoléon III, on passe de 12 arrondissements aux 20 que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc, vous voyez, l'espace du Paris du XVIIe siècle, il est vraiment très petit. Les 6 premiers arrondissements avec les faubourgs de la rive gauche et les faubourgs de la rive droite. Donc, pas étonnant que l'on soit très entassé. C'est ce qui fait d'ailleurs que Paris est l'une des villes d'Europe à cette époque qui a les maisons les plus hautes. Généralement, dans les villes européennes, on a des maisons de 2 étages, rarement 3 étages. À Paris, la règle, c'est 4 étages, parce qu'il faut bien que l'on regagne en hauteur la place dont on ne dispose plus au sol. Alors, autre chose également qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, évidemment, nous avons le froid. Le froid qui nous permet de conserver des aliments, y compris des aliments frais. Nous ne sommes pas astreints à faire le marché tous les jours. Naturellement, à cette époque, c'est une obligation. On est obligé de faire son marché tous les jours, parce que vous ne pouvez pas conserver les aliments. Déjà, quand ils arrivent sur les marchés parisiens, ils ont peut-être été cueillis à 5 km ou 10 km de Paris. Mais quand il s'agit de poissons, par exemple, ils ont déjà voyagé. Et donc, il est de bon conseil de les consommer le plus rapidement possible, en tout cas dans la journée. Donc, c'est le marché quotidien. Où est-ce qu'on va s'approvisionner ? Depuis la fin du Moyen-Âge, il y a un emplacement qui a été choisi pour installer le marché central de Paris. Et Henri IV a développé ce site, ce marché, qui s'appelait les Champeaux, qui est sur la rive droite, et que tout le monde prend l'habitude d'appeler les Halles ou les Halles centrales. Voilà, ce sont nos Halles, elles sont installées là. Alors, aux Halles, il y a marché quotidien. Alors, les Halles, ce n'est pas, comme ça sera plus tard, le marché d'approvisionnement des détaillants, des commerçants. Non, tout le monde y va. Alors, tout le monde, entendons-nous. La duchesse X ou la femme du président du Parlement Y ne se dérange pas. Elle envoie ou bien son majordome ou bien sa servante en chef. Alors, elle sait bien qu'on va la voler au passage. Ça, c'est la règle. Et la règle, on calcule que, bon mon Dieu, en un an de l'achat de ce genre, on double son salaire. Donc c'est intéressant. Il ne faut pas se faire prendre, mais faire danser l'anse du panier, déjà l'expression existe, c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Quand on est une dame de moins haut niveau social, on va faire les courses soi-même. Éventuellement, on emmène une servante avec soi pour porter les paniers, mais on discute,
Et alors, excusez-moi de le dire, mais alors qu'est-ce qu'on s'engueule avec les commerçants, les commerçantes? De temps en temps, on en vient aux mains. Parfois, on dit, je vais appeler la police. Ben, appelez donc la police. Les policiers ne savent plus à qui donner raison et disent du calme, du calme, du calme. Alors, on conteste les poids, on conteste la qualité, on conteste l'origine. Enfin, c'est quelque chose qui est, je dirais, presque une lutte de tous les instants. Alors ça, c'est le marché central des Halles. Mais il y a dans Paris 20 marchés qui sont des marchés locaux qui, eux, sont ouverts, selon le cas, 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est la même ambiance, quand même en un tout petit peu plus calme. On est plus entre soi, c'est plus les gens du quartier, et donc on en vient moins facilement aux mains. Quelques mots sur ce qu'on achète. On prend beaucoup de légumes, vous savez, à l'époque, qu'on appelle des racines d'ailleurs le plus souvent. Mais il ne faut pas nous laisser prendre au mot de racines. Hein. Les racines, c'est pas forcément des racines immangeables. Ce sont des légumes que nous mangeons tous les jours, et plus un certain nombre qui ont d'ailleurs disparu de nos tables, qui quelquefois reparaissent. On mange, quand on a de l'argent et dans les grandes circonstances, de la viande. Alors, la viande, c'est de temps en temps du bœuf ou du mouton. C'est un peu plus souvent du porc. La volaille, c'est surtout le chapon, et quelque chose que nous ne mangeons plus du tout aujourd'hui, c'est la corneille. Il paraît que la corneille au chou, alors c'est vraiment délicieux, nous disent les contemporains. Comment est-ce qu'on mange tout ça? La règle, c'est qu'en général, tout ça, c'est bouilli. Vous savez, c'est la grande marmite qui est dans la cheminée, que ce soit la cheminée noble ou la cheminée des très petites gens, et dans laquelle on rajoute sans arrêt un peu d'eau, un peu de légumes, quelques morceaux de viande, etc., ou de lard pour donner du goût. Et puis, on puise dedans pour s'alimenter. Le XVIIe siècle voit quand même quelque chose qui est très important dans notre culture, qui est le développement de la table, de la cuisine proprement dite. C'est d'ailleurs sous Henri IV qu'est créée la première corporation des maîtres cuisiniers. La profession n'existait pas, elle est créée par Henri IV. Et on va la voir illustrée alors par des cuisiniers célèbres, les Lavarenne, Vatel, etc. Et la mode de la cuisine, voire de la gastronomie, se répand dans la grande société noble et la grande société des personnes qui tiennent des fonctions au Parlement de Paris. Il y a d'ailleurs dans cette évolution une influence assez forte, d'abord des 2 reines italiennes qui ont été Catherine de Médicis au XVIe siècle et ensuite Marie de Médicis, qui ont apporté des habitudes nouvelles. Par exemple, avec Marie de Médicis sont arrivés les petits pois qu'on ne connaissait pas avant et qu'on a d'ailleurs commencé par manger comme dessert avec un peu de sucré. On y rajoutait un peu de miel, un peu de confiture, et il paraît que c'était très bien. Et il paraît que Henri IV prenait des plats entiers, des bols entiers, tellement qu'il se faisait mal au ventre d'ailleurs à trop en manger. Donc il y a une influence des Italiennes, et ces Italiennes amènent aussi autre chose, qui est l'habitude des cocktails. En France, on boit du vin ou on boit de l'alcool. Ce sont les Italiens qui amènent en France l'idée de mélanger un peu tout ça et d'arriver à des goûts nouveaux. Alors tout ça, ça se répand très vite dans la population, toute la population. Pourquoi toute la population? Parce que tout le monde vit ensemble. Nous n'avons pas les beaux quartiers et les pas beaux quartiers. Tout le monde vit ensemble dans les mêmes quartiers. Alors, c'est toujours un rêve qu'on nous redit aujourd'hui en disant « Ah, la mixité sociale », bon, c'était peut-être pas drôle pour tout le monde, mais s'il y avait des différences, des ségrégations, elles étaient plutôt verticales. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, vous trouviez l'artisan ou le commerçant. Puis ensuite, vous aviez au-dessus l'entresol. Nous, quelquefois, on appelle ça le premier étage, ça s'appelle l'entresol. C'est le logement de l'artisan ou du commerçant. Et puis au-dessus, vous avez l'étage noble. Voilà. Et ensuite, à mesure qu'on monte, eh bien évidemment, on descend dans l'échelle sociale, et tout à fait en haut, vous avez les galetas, où est la domesticité. Voilà le schéma un peu type de la maison parisienne, avec cette présence simultanée de toutes les catégories sociales sur le même espace, avec simplement les différenciations verticales. Alors, il faut aussi dire que les différenciations, il n'y en a pas toujours tellement que ça, parce qu'en particulier, la domesticité, elle vit avec ses patrons.
Alors, la domesticité, elle est très nombreuse. Hein. C'est difficile de faire des statistiques, mais on pense qu'au milieu du règne de Louis XIV, il devait y avoir à Paris entre 10 et 15 000 valets, hommes domestiques, et probablement au moins 30 000 servantes. Alors, il y a des familles nobles qui ont 60, 70 serviteurs, c'est beaucoup. Généralement, la norme, c'est dans une famille moyenne, c'est 5-6. Alors, on vit ensemble, on se confie ses secrets. Il n'y a qu'à regarder les pièces de l'époque, et en particulier les pièces de Molière, hein, où on voit la servante, la confidente. Alors, elle a la langue bien pendue, hein, et le serviteur, lui aussi, résiste au patron, à la patronne. Bon, quelquefois, il y a même des idylles un peu coupables qui se nouent entre ces personnes de statuts différents. Alors, d'autant plus qu'à l'époque, on dort à plusieurs dans le même lit, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme répréhensible. Ça se fait systématiquement à la campagne. Ça se fait dans les prisons, ça se fait dans les hôpitaux, ça se fait dans les hôtelleries de voyageurs et ça se fait dans beaucoup de bonnes maisons. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une présence très importante de la domesticité et elle vit en symbiose très étroite avec les patrons. C'est une catégorie qui n'a aucun droit, mais c'est une catégorie qui vit quand même mieux que le tout petit peuple. Alors, le tout petit peuple, qui est-ce que c'est? C'est peut-être 20%, 25% de la population parisienne. C'est les gens qui n'ont aucune stabilité, ils n'ont aucun emploi stable. Même un petit emploi chez un artisan, ça assure au moins une certaine pérennité. Ceux-là, ils n'ont rien. Alors, d'où viennent-ils? Très souvent, ils viennent de la campagne et très souvent, ils viennent de l'étranger. Paris attire des Espagnols, des Flamands, des Anglais, des Écossais, des Italiens, des Hollandais. Et ces gens, quelquefois, ont des correspondants à Paris, ils ont un projet, mais le plus souvent, ils viennent simplement pour tenter l'aventure. Et alors, l'aventure, ils ne trouvent pas fortune tout de suite. Alors, ils se mettent ensemble, ils louent à plusieurs un lit, un galetas. On parle aujourd'hui des marchands de sommeil, mais il y avait des marchands de sommeil à l'époque exactement de la même manière. Et en voilà encore qui couchent à 4, à 5 ou 6 sur une seule paillasse. Et ils vivent de quoi? Ils vivent un peu de rapine, un peu de vol, un peu quelquefois de la chance qui fait qu'ils ont été remarqués par un grand seigneur qui les embauche pour une semaine ou pour 15 jours ou pour un mois pour porter les valises du grand seigneur, on va dire. Rares sont ceux qui réussissent, il y en a quand même quelques-uns qui réussissent, et le fait qu'il y en ait qui réussissent, ça entretient le rêve du miracle parisien dont on parle en Europe, et qui fait que d'autres vont arriver, parce qu'ils pensent qu'eux vont sûrement faire fortune. Un milieu dans lequel on voit des gens arriver à une ascension qui est rapide, c'est le milieu de l'Église. En effet, on trouve dans l'Église un nombre pas du tout négligeable de gens qui sont d'origine paysanne, qui ont été distingués par le prêtre de la paroisse, qui ont appris, qu'on a envoyé à Paris pour qu'ils se perfectionnent, et qui arrivent à des grandes fonctions dans l'Église. Un recteur de la Sorbonne très connu de l'époque de Louis XIII, qui s'appelle Richet, est fils d'un petit cultivateur de Bourgogne, et il a commencé lui-même par tirer la charrue. Et son exemple n'est pas isolé. Cela explique aussi que l'Église, indépendamment de toute considération religieuse, attire beaucoup de gens parce qu'on considère que c'est, si je puis dire, un ascenseur social. En tout cas, c'est le rôle qu'elle joue pour des personnages comme Richelieu ou comme Mazarin, par exemple, qui ont connu un succès, une richesse, une bonne fortune qu'ils n'auraient jamais connue en dehors de l'Église et s'ils n'avaient pas été propulsés par l'Église. Alors, l'Église, elle est omniprésente. Il y a plus de 100 églises dans Paris et elle est particulièrement forte sur la montagne Sainte-Geneviève à cause de l'université. La ville de Paris, elle est traditionnellement dans les cartes, on va le voir dans un instant, divisée en 3 parties. Sur la rive droite, c'est ce qu'on appelle la ville. La ville. C'est la partie la plus étendue, la plus importante, la plus peuplée. C'est plat, la ville. Et sur ce territoire de la rive droite, les commerces, les industries de l'époque ont pu se développer. Et puis, il y a l'île de la Cité. Alors, l'île de la Cité, c'est le cœur de la monarchie. Et c'est l'endroit où est établi... Alors l'évêque, Paris n'a qu'un évêque jusqu'en 1622, qui dépend de l'archevêque de Sens. Et puis finalement, Paris est devenu tellement plus grand que Sens que le pape accepte de créer un archevêque à Paris à partir de 1622.
Donc la cité, c'est le palais des rois, le palais que nous appelons le palais de justice, et c'est la cathédrale. Et puis nous avons la rive gauche que l'on appelle l'université. Toute la rive gauche est considérée comme ayant une seule fonction qui est l'université. Alors il est vrai qu'effectivement ici foisonnent les collèges, foisonnent également les couvents dans lesquels on peut poursuivre des études qui sont des études religieuses, des études de théologie, et les étudiants, ils sont nombreux. Là aussi, les statistiques ne sont pas complètement fiables, mais elles donnent quand même des ordres de grandeur. On considère qu'il n'y a pas moins de 30 000 étudiants ici, dans ce quartier de la rive gauche. 30 000 sur 250 000 ou 300 000, c'est quand même pas mal. Alors, on le voit d'ailleurs dans les processions, qui sont les processions qu'il effectue régulièrement. Ils partent du quai des Augustins. Alors, n'existe plus le couvent des Augustins. Ils partent de là, ils se rassemblent là et ils viennent en procession à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Et le cortège est tellement fourni, 30 000 c'est beaucoup de monde, que les premiers qui sont venus faire quelques dévotions à Saint-Étienne-du-Mont sont en train de sortir de Saint-Étienne-du-Mont, que les derniers du cortège n'ont pas encore démarré des Augustins. Alors, les étudiants, ils ont mauvaise réputation. On les accuse d'être des débauchés, des ripailleurs, des moins que rien. Alors, c'est vrai qu'ils ont tendance à manier un peu trop souvent l'épée. Et Louis XIII prend à plusieurs reprises des mesures en disant que le meilleur moyen d'éviter des accidents, c'est de ne pas porter l'épée et qu'il cherche à interdire aux étudiants de porter l'épée. Une interdiction qui va rester vaine pendant très longtemps. La vérité est quand même différente. Ce n'est pas en majorité des débauchés. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des clercs, ce sont des gens qui ont un rythme de travail très soutenu et ce sont des gens qui ont une ambition. Voilà, et c'est ça, si vous voulez, qui est très important. Ils ne sont pas là juste pour passer le temps. Ils sont là véritablement avec une ambition, servir l'Église et peut-être obtenir que l'Église les aide aussi à trouver des positions meilleures dans l'échelle sociale. Voilà un petit tableau de la population parisienne dans ce cadre, qui, vous voyez, est un cadre qui est beau, qui fait que les Parisiens sont très attachés à leur ville, qui provoque l'admiration également des étrangers qui viennent visiter la ville, mais un cadre qui est extrêmement incommode. Il faut vraiment avoir envie d'y vivre, être attaché à la ville, considérer que son avenir est là pour rester sur place avec toutes les incommodités qu'il y a. Alors, juste un petit mot sur l'image de Paris à l'égard du monde extérieur. Il y a quelqu'un qui n'était pas très tendre pour la France, c'était l'empereur Charles Quint, l'ennemi de François Ier. Charles Quint a fait prisonnier François Ier, puis lui a rendu la liberté, et puis quelques années après, Charles Quint a besoin de partir de Madrid pour se rendre dans les Flandres. Alors il pourrait contourner la France, pays avec lequel il n'a pas d'excellentes relations. Mais il se dit, pourquoi est-ce que François Ier ne me permettrait pas de traverser la France? Donc il demande, et François Ier, ravi, lui dit, bien sûr, traversez la France et vous serez bien accueillis. Alors, Charles Quint vient en France, il vient en France par le Pays Basque, puis il remonte par Bordeaux, puis il arrive à Poitiers. Il est très admiratif devant le Poitou, la richesse du Poitou à cette époque. Et puis il arrive en Touraine, la Touraine c'est un véritable jardin. Et puis il remonte la Loire, il arrive à Orléans, il est admiratif devant Orléans. Pour lui c'est la plus belle ville de France, avec des maisons bâties en pierre et des fenêtres, tenez-vous bien, auxquelles il y a des vitres. Alors que jusque-là, il n'a vu que du cuir huilé, servant du parchemin, servant de vitres aux maisons. Là, il y a des vitres. Et puis, il arrive à Paris. Et quand on lui demande, au moment où il va quitter Paris, quels sont ses sentiments sur la France, alors il dit, j'ai vu le Poitou, j'ai vu la Touraine, j'ai vu Orléans, et puis j'ai vu Paris. Paris, c'est un monde. Et effectivement, c'est ça l'impression que des voyageurs plus modestes que Charles Quint vont de manière répétée avoir. Paris, c'est un monde. Il y a tout. C'est comme un résumé du monde que l'on trouve dans cette ville de Paris. Alors, dans cette ville de Paris, il y a un point particulier qui est un point qui va faire
justement en quelque sorte éclater Paris par rapport à toute l'Europe. Ce point, c'est le rayonnement intellectuel. Louis XIII, Louis XIV bâtissent peu à peu un pays fort militairement. La force de la France, je crois qu'il faut être très réaliste, ce n'est pas tellement la qualité de ses généraux. En réalité, il n'y en a que deux qui émergent pendant tout le XVIIe siècle, qui s'appellent Condé et Turenne. C'est les deux seuls vrais bons généraux. Les autres, beaucoup sont des badernes, des incapables. Alors, on ne sait pas comment faire que les généraux soient bons. Ils ont une éducation en principe militaire, mais éducation militaire, ils apprennent l'escrime, ils apprennent à monter à cheval, ils apprennent à se battre en duel, ça ils adorent. Mais ils n'apprennent pas tellement la tactique militaire, les mouvements, etc. On se lance avec panache. Le résultat, c'est que beaucoup de batailles livrées par les armées françaises voient des grosses saignées dans les troupes françaises. On se lance avec panache, puis on se fait faucher. Et voilà, la France a une supériorité, c'est qu'elle a une population qui est beaucoup plus nombreuse que tous les autres pays d'Europe. Il y a 20 millions de Français, 25 millions de Français au milieu du XVIIe siècle, alors qu'il n'y a plus que 6 millions d'Espagnols. 3 millions d'Écossais, 4 millions et demi d'Anglais. On ne réfléchit pas aux chiffres. Alors le résultat, c'est que même une bataille gagnée par des Anglais contre des Français ou des Espagnols contre des Français fait que c'est une bataille extrêmement coûteuse. Parce qu'on a perdu des soldats, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, etc. Il y en a eu peut-être 2 fois plus côté français. Mais côté français, les généraux eux-mêmes, les gouvernements eux-mêmes disent « c'est pas grave, finalement, nous sommes tellement nombreux, on va boucher les trous ». Vous savez que plus tard, Napoléon dira devant un effroyable champ de bataille « ah, tout ça sera réparé par une nuit de Paris ». Profondément cynique, mais très réaliste. Eh bien, déjà à l'époque de Louis XIII et de Louis XIV, on dit la même chose. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les armées françaises finissent par submerger les opposants. Alors, la bravoure, elle est au rendez-vous. Mais encore une fois, c'est le problème des généraux, c'est le problème du commandement. Alors, en plus, à l'époque de Richelieu trouve que les généraux sont tellement nuls qu'il se dit peut-être qu'avec 2 borgnes, j'arriverai à faire un bon voyant. Et donc, il désigne 2 généraux à la tête de chaque armée. Alors, on ne pouvait pas les faire commander en même temps. Donc, l'idée brillante de Richelieu, c'est de dire, vous allez commander à tour de rôle. L'un le lundi, l'autre le mardi, puis après, ça recommence. Voilà. Alors, résultat, quand il y a une mauvaise situation, on préfère la laisser aux copains. Et puis, quand on se dit, tiens, là, il y a une chance de victoire, de tout ça, bon, on a peut-être dit, on va attaquer mardi, mais mardi, c'est pas mon jour. Donc, on va attaquer dès le lundi. Et puis, on ramasse une raclée en général, parce qu'évidemment, on n'était pas prêt. Alors, donc, vous avez tous ces problèmes. Mais ce qui rattrape et dépasse tout, c'est le rayonnement intellectuel et littéraire et artistique. Alors, il a commencé dès l'époque, on va dire d'Henri IV, avec cette grande galerie. Avec également l'habitude qu'avait Henri IV, quand il dînait le soir, de se faire lire un passage d'un livre. Alors quelquefois on lui lisait un livre de piété, ça l'ennuyait profondément. On lui lisait quelquefois un livre d'agronomie. Alors ça l'intéressait beaucoup. Et même s'il n'en pensait pas un mot, il disait ça c'est bien, ça je vais l'appliquer dans mes terres. C'était pour essayer d'encourager les nobles à mieux cultiver leurs terres. Mais évidemment ce qu'il adorait le plus, c'était les romans. Les romans de chevalerie, qui ont une vogue absolument incroyable à l'époque, où on ne voit que des héros et des héroïnes, et dans lesquels on voit alors se développer l'amour courtois, la carte du tendre. C'est toute cette époque qui revit avec Henri IV, puis ensuite avec Louis XIII et avec Louis XIV. Alors, on s'exerce à être un peu plus courtois dans la vie courante. Il faut dire que ce n'était pas la courtoisie qui dominait à l'époque de Henri IV. Alors, parlons pas des maîtresses, ça c'est tellement courant. Mais regardons plutôt les comportements des uns et des autres. Un jour, un grand seigneur et une grande dame sont assis côte à côte à dîner, et puis la dame fait une remarque un peu perverse qui déplaît au grand seigneur. Le grand seigneur attrape un gigot et puis gifle la dame avec le gigot tout dégoulinant de sauce. Alors la dame, à ce moment-là, elle attrape la marmite et elle verse la marmite sur la tête du grand seigneur. Bon, tout le monde rit de bon cœur, on s'est fait une bonne farce entre bons amis. Les mœurs étaient souvent comme ça.
D'ailleurs, beaucoup de femmes auraient mérité d'être des chefs de guerre, des chefs d'expédition. On ne manque plus de personnages féminins tout à fait extraordinaires et devant lesquels les hommes s'extasient. Voilà. Et cette civilisation devient plus raffinée petit à petit. Les hommes, ils ont un idéal qui est de devenir des honnêtes hommes, l'idéal de l'honnête homme, qu'on leur enseigne quand on leur enseigne l'escrime, mais qu'on leur enseigne chez les jésuites également. Les jésuites ont un rôle très important pour polisser les mœurs. On leur enseigne à être plus courtois, on cherche à les guider vers le goût de la littérature. Alors, ça va donner quelquefois des excès, parce que des salons s'ouvrent, des endroits, des cercles où on discute entre amis. Et puis, dans certains salons, on verse dans l'excès. Alors, vous connaissez tous la pièce des Précieuses ridicules, où Molière se moque effectivement de ces dames de la bonne société qui dépassent la mesure, qui forgent des nouveaux mots, qui finissent par avoir peur de dire des mots même tout à fait courants. Alors là, on est dans l'excès. Mais le modèle qu'on a toujours présent à l'esprit, c'est celui de la marquise de Rambouillet, qui a un hôtel particulier juste à côté du Louvre, et où c'est véritablement le bon ton. Le bon ton, la juste mesure, la plaisanterie. On se fait des farces. Les gens ont beaucoup d'humour à cette époque et ils ne dédaignent pas du tout de se faire des farces. Mais les farces restent de bon goût et on essaie d'éviter la grossièreté et la violence. Alors, la violence également, on la voit petit à petit diminuer dans la très fâcheuse habitude du duel. À l'époque de Henri IV, on a des chiffres sur les morts par duel. Il y en a à peu près 4000 par an. Une fois que la guerre a commencé avec Louis XIII et Richelieu, le nombre baisse. Il est entre 1500 et 2000, parce que les gens vont plutôt se faire tuer sur les champs de bataille que se faire tuer sur le pré. Avec Louis XIV, là on est en dessous de 1000, on arrive à 500. D'abord parce que la lutte a commencé à porter ses fruits, et puis parce qu'il y a toujours des guerres, où si on a vraiment une humeur belliqueuse, on peut exercer ses talents à l'extérieur. Alors ça aussi, ça fait partie de l'amélioration des modes de vie. Mais ce n'est pas ça qui rend la ville de Paris plus sûre, avec ses rues étroites, avec l'obscurité, parce que nous oublions la vraie obscurité. Nous savons plus ce que c'est que l'obscurité. À l'époque de Henri IV, il y a seulement 3 lanternes éclairées la nuit pour tout Paris. À l'époque de Louis XIV, il y en a 60. Elles sont souvent prises pour cible par les voleurs, cambrioleurs ou brigands. Et le résultat, c'est que ce soit pour des vols, que ce soit pour des coups montés, que ce soit pour une raison ou une autre, on relève à peu près chaque matin, j'allais dire chaque nuit. Non, la police se hasarde plutôt le matin. Et alors le matin, il y a une moyenne de 15 cadavres à Paris, tous les matins. Alors, c'est la raison pour laquelle Louis XIV décide un beau jour de sévir et de prendre en main la police, qui est une police municipale, qu'on appelle les archers du guet. On considère qu'elle n'est pas faite pour ce métier. Et dans les années 1660, il nomme un lieutenant de police qui est l'ancêtre de notre préfet de police. Alors, on ne va pas dire que la situation s'est améliorée complètement. Enfin, Paris devient un tout petit peu plus vivable. Mais il y a des phénomènes qui ont un écho pour nous aujourd'hui. On dit que dans chaque quartier, il y a une bande qui tient le haut du pavé. Alors, à un endroit, il s'appelle les assassins de Saint-Germain. Ils ont des noms très évocateurs en général. Et puis, c'est donc eux qui tiennent le haut du pavé et qui organisent ensuite les vols, les escroqueries de toute nature. On dit aux messieurs, mais ils n'écoutent jamais, on leur dit méfiez-vous des dames aguicheuses ou enjôleuses. Parce qu'alors, des prostituées, il y en a de toutes les catégories. Mais l'un des métiers les plus profitables pour les prostituées, c'est surtout d'attirer des bourgeois, ou des artisans, mais les artisans font partie des bourgeois, et de se faire inviter à dîner. Alors on va dans une hôtellerie, et puis les hommes commandent des plats assez agréables, ça prend un peu de temps, et puis on commence à dîner, et au moment où on commence à dîner, voilà qu'une dizaine d'énergumènes arrivent, bousculent les bourgeois, disent c'est nous qui mangeons maintenant, ils s'empiffrent, et puis à la fin du dîner, allez, passez maintenant vos portefeuilles, vos bijoux, vos espèces, vos montres, etc. Et si les bourgeois ne s'exécutent pas, alors là, on les dépouille tout nus. Et ils peuvent s'estimer heureux d'avoir la vie sauve.
Alors ça arrive assez régulièrement dans les rues de Paris. Ça fait partie de l'insécurité, un thème qui est un thème très courant. Mais voilà, il y a la vie littéraire, et cette vie littéraire, elle est soutenue par l'État. En effet, Richelieu est un personnage très curieux. C'est un grand homme d'État, incontestablement. C'est un homme d'église. Alors on s'est souvent posé la question de la foi de Richelieu, on ne va pas entrer dans ces discussions. Mais c'est également quelqu'un qui a un grand goût pour la littérature. Moi je me dis, il aurait presque pu devenir un beau jour écrivain. En tout cas, il a écrit des pièces en collaboration avec d'autres écrivains. À un certain moment, il avait même travaillé avec Corneille. Puis Corneille a pris le large tout seul. Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu une petite jalousie de Richelieu à l'égard de Corneille à la suite de ça, parce que Richelieu n'avait pas le talent de Corneille, il n'avait surtout pas le temps de s'y consacrer. Mais il le faisait quand même, et il a quand même écrit, participé à l'écriture de 2 ou 3 comédies et de 3 pièces qui ressemblent au Cid. Alors qui sont des pièces, surtout la dernière à programme, puisqu'elle s'appelle tout simplement Europe. Et alors elle nous raconte les malheurs de Europe, qui est courtisée de façon un peu brutale par cet affreux Ibère. Vous avez reconnu Ibère, bien entendu. Mais heureusement, il y a Francion qui est là, et Francion qui ne demande rien à Europe, qui est galant comme tout, et qui vient offrir sa main et son secours à Europe, et Europe, naturellement, l'accepte. Et grâce à Francion, Ibère retourne à sa niche, et l'ordre revient en Europe. En tout cas, Richelieu avait donc un goût pour les lettres. Richelieu a financé la création d'un grand journal de l'époque qui s'appelle La Gazette de France, de Théophraste Renaudot. Et Richelieu a créé l'Académie française. Voilà. Et l'Académie française avait pour mission d'être en quelque sorte le diseur du bon goût et le diseur des règles. D'où le dictionnaire, mais d'où également de temps en temps le fait qu'on appelle l'Académie française pour lui demander son sentiment sur, par exemple, sur une pièce. Alors on lui a demandé sur le Cid, ça n'a pas fait très plaisir à Corneille, mais qui a quand même dit, pour ne pas déplaire à Richelieu, je suis d'accord pour que l'Académie exprime ses sentiments sur le Cid. Et donc l'Académie française est devenue une sorte de tribunal, on va dire, de point de référence en tout cas du goût littéraire. Et Richelieu lui-même était un très grand mécène. Alors ce n'était pas du tout le cas de Louis XIII, ça avait été le cas de Henri IV, mais pas du tout de Louis XIII. Mais Richelieu, en somme, a fait le travail à la place de Louis XIII. Et je dis bien à la place, puisque la plus grande partie de ses collections, de ses palais, au moment de mourir, il les a léguées au roi. Et donc de la peinture, énormément, de la sculpture, de l'ébénisterie, de l'orfèvrerie, tout ceci a été extrêmement stimulé par Richelieu. Autour de Richelieu, on va dire, tous les gens qui sont les gens un peu en haut de la société ont fait pareil. Et alors qu'à l'époque de Henri IV, la règle c'était d'avoir quelques tapisseries, surtout pour lutter contre le froid, et un mobilier qui se réduisait essentiellement à des coffres. Voilà. À partir de Louis XIII et de Louis XIV, on voit un mobilier stable, très orné, avec des styles qui sont très faciles à reconnaître aujourd'hui. On voit également moins de tapisseries, mais beaucoup de tableaux qui arrivent, qui sont suspendus au mur ou qui sont sur des chevalets. On voit des sculptures apparaître dans des appartements et des hôtels particuliers. On voit de plus en plus de livres. Et on voit également apparaître l'argenterie. Alors, l'argenterie, une grande partie de l'argenterie de cette époque a disparu, puisque à la fin du règne de Louis XIV, quand les défaites sont venues pleuvoir sur la France et qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, Louis XIV a demandé à tous ceux qui avaient de l'argenterie de vouloir la fondre, et le patriotisme a fait qu'une très grande partie de l'argenterie française a disparu à ce moment-là, en particulier dans Paris. Ce n'est pas du tout des expropriations, des perquisitions, etc. Non, non, c'est des dons volontaires de l'argenterie en question. Donc il y a une façon de vivre avec les arts qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'on vit avec les arts alors que 100 ans avant, c'était l'apanage de quelques individus d'exception. Et donc ceci fait que les jeunes Français, ils ne vont plus comme autrefois faire un voyage en Italie ou en Espagne. Nous avons plein de récits de ces voyages très savoureux, de ces voyages que l'on faisait
ou en Italie ou en Espagne, et que Richelieu jeune a fait, que tous les contemporains de Richelieu dans les bonnes familles de l'époque ont fait. Maintenant, c'est complètement inversé. Ce sont des Anglais, ce sont des Allemands, ce sont des Flamands, ce sont des Italiens, ce sont des Espagnols qui viennent et qui nous racontent la France. Et ça, c'est quelque chose qui est très émouvant et très intéressant. Quand ils nous parlent de ce pays, alors c'est un pays dans lequel il y a tout. C'est ça ce que l'on voit surtout. C'est un pays qui est exempt des excès des déserts équatoriaux et exempt des excès du froid polaire. On est à mi-chemin, ce qui est tout à fait vrai géographiquement. Et le résultat d'être à mi-chemin, c'est que finalement nous avons un climat tempéré, un climat équilibré, ce qui est vrai, jusqu'à nouvel ordre. Mais en tout cas, c'est la réalité du climat français. Et alors du coup, on fait tout de suite une comparaison psychologique. On dit, c'est pour ça que les Français sont d'ailleurs des gens agréables, calmes. Les voyageurs, par exemple, quand ils arrivent dans les hôtelleries, ils sont accueillis chaleureusement par le patron, l'hôtelier, qui a toujours son bonnet de coton sur la tête, une grande cuillère à la main, un grand tablier, et leur dit la bienvenue, même si ensuite il va les voler. Mais c'est pas grave, l'accueil est très chaleureux. Et alors il y a un accueil qui stupéfie les autres Européens, c'est que les servantes viennent embrasser les voyageurs, y compris sur la bouche. Bon, alors ça finit par faire un peu mauvais genre. Ça gêne pas les Français, ils en ont l'habitude. Mais les étrangers, non, ça passe moins bien. Alors, il y a la chaleur de l'accueil que l'on constate. Et puis, alors, il y a tous les comportements des Français. Alors, quelque chose qui nous frappe énormément, je crois que c'est intéressant de voir comment on était perçu à l'époque. Alors, quelque chose qui nous frappe, et qui frappait alors toute l'Europe, c'est que pour les Français, le repas, c'était le moment de la pause. C'était une trêve. On s'asseyait, même quand on n'avait rien à manger, même dans les familles les plus modestes, on s'assied, et puis si possible, on écoute un peu de musique. Alors ça, vous le voyez dans les tableaux des Lenins, par exemple. Alors on se dit, c'est pas vrai, c'est contrefait. Ces familles de paysans à haillons, pieds nus, et puis il y a quelqu'un qui joue du violon, alors qu'il y a juste un quignon de pain sur la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, c'est la réalité, y compris dans des campagnes, qui sont des campagnes plus ou moins aisées de l'Aisne, qui était la patrie des frères Lenain. Eh bien, c'est pareil à Paris. Et on ne parle pas d'affaires. Et dans les repas du roi ou du Premier ministre, il est interdit de parler d'affaires à table. C'est pour ça que Henri IV se fait lire des passages de livres à la mode. Il ne veut pas que quelqu'un soit tenté de parler d'affaires. Les affaires, c'est à part. Alors ça, c'est une première chose qui frappe énormément. Et puis, il y a également autre chose qui frappe, alors ça, c'est moins gentil à l'égard des Français, c'est l'inconstance. On dit, oh là là, mais quelle race frivole, inconstante. Il n'y a pas de ténacité chez les Français. Alors, il y a un grand enthousiasme. Hein. Ils sont capables d'être les plus vaillants du monde et de battre les meilleurs. On va voir si c'est vrai ce soir. Mais ça me fait furieusement penser à ce genre de situation. Ils sont capables de tout ça. Puis ils sont capables d'un découragement incroyable. Généralement, alors, on va prendre des mots d'aujourd'hui, généralement on dit les Français, voilà, ils emportent un rempart, une citadelle, une ville, ils gagnent, et alors tout le monde se réjouit, s'acclame, s'embrasse, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Alors la première chose à faire, c'est de se reposer, c'est de festoyer ensemble, on va dire c'est la troisième mi-temps, et puis on s'endort bien tranquille. Puis l'ennemi, si c'est par exemple un coriace espagnol, il a pris une raclée, mais il est allé se regrouper à 5 km de là. Puis il s'approche des murs, et puis il entend quoi, des vivats ou des ronflements. Et il se dit, j'attends que les soldats français soient bien imbibés, et à ce moment-là, je reviens, et je les flanque dehors. Et c'est arrivé plus d'une fois, sous Richelieu, comme sous Louis XIV. Alors, les peuples européens disent, mais pourquoi cette inconstance à côté d'une extraordinaire bravoure? Ils disent, c'est le climat. C'est la douceur du climat, l'inconstance du climat qui a déteint sur les Français et qui les rend ainsi inconstants. Alors le Français, dans ces conditions, il ne sait pas beaucoup tenir sa langue. Il parle, il est bavard, il adore les nouvelles.
Qu'est-ce qu'on lit comme journaux en France? Partout. Ne vous dites pas que l'opinion publique n'existe pas. Elle existe, elle est extrêmement forte. C'est l'opinion publique qui fait tuer Henri IV. C'est l'opinion publique qui, à un certain moment où les guerres de Louis XIV ont excédé les Français, se commence à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les Anglais qui sont allés jusqu'à exécuter leur roi? Bon, ça se passera 100 ans plus tard. Mais il faut voir tous les écrits qu'il y a à cette époque et la façon, l'agressivité avec laquelle les gens s'expriment tout à fait ouvertement sur la politique, sur la religion, sur l'économie. Alors, ça, c'est donc quelque chose qui est très, très, très ancré chez les Français. On se réunit beaucoup pour discuter des nouvelles. Dans le quartier, on se réunit dans les jardins des couvents, par exemple. Et on discute, vous avez appris les dernières nouvelles? Oui, non. Ah, mais moi, je connais le secrétaire du cardinal machin, et il m'a dit, vous savez, des drôles de choses sur la situation en Allemagne. Et on aime donc s'informer. Et dans la mesure où on aime s'informer, évidemment, on échange. Alors, vous apprenez une nouvelle, vous vous sentez presque obligé de dire quelque chose, vous aussi. Le résultat, c'est on affabule. On en raconte un peu trop. Et si par hasard vous avez un secret à tenir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire à votre interlocuteur, vous m'avez appris plein de choses, mais vous savez, j'ai un secret, mais vous n'allez pas le répéter. Et je vous dis mon secret. Alors, résultat, parole de français, ça veut dire c'est un tuyau percé. Voilà. C'est un secret qui n'en est plus un. Bon, nous n'allons pas nous arrêter là-dessus, c'est certainement des méchancetés dites par les autres peuples. Ce qui est certain, c'est que à cette époque du XVIIe, on voit un type nouveau d'hommes, de femmes, de société qui se fait, qui va encore se développer et s'épanouir pendant tout le XVIIIe siècle. Et qui va faire que, alors là on peut le dire, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les coups de tambour, mais c'est un certain prestige d'une certaine culture qui fait que le français devient ensuite la langue diplomatique de l'Europe, la langue de toutes les élites. Quand vous voyez au XVIIIe siècle toutes les têtes couronnées, toute la noblesse qui parle, qui écrit le français, dont c'est la langue, c'est évidemment troublant, c'est émouvant, mais ça repose sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est moins un choix politique qu'un choix de société. Quand vous voyez les écrivains français qui sont appelés à l'étranger pour rester auprès des gens qui les invitent, des souverains de Suède ou plus tard des souverains de Russie, on se rend compte du prestige que la langue française, la société française, le goût français a pu avoir en Europe à cette époque. Alors, je voulais donc vous dire que tout ça a une base. Une base, c'est des acteurs. Alors, vous les avez vus défiler. J'avais choisi Marie de Médicis et Henri IV, les voici, avec le petit Louis XIII. Et puis, Henri IV mort, c'est Marie de Médicis qui exerce la régence pendant 7 ans, Louis XIII. Voilà, il a le visage un peu moins disgracieux que ce que je vous disais tout à l'heure. Richelieu, alors qui n'a pas du tout affaire à un imbécile avec Louis XIII. Et Richelieu avait coutume de dire « Les 4 pieds carrés du cabinet du roi sont plus difficiles à tenir que tous les champs de bataille de l'Europe. » Et ce n'est sûrement pas faux. Voici Louis XIV dans toute sa splendeur. Et on est revenu au début et au passage. Nous avons eu Anne d'Autriche avec le bébé Louis XIV dans les bras, peu après la naissance du petit Louis XIV. Alors, quelques vues de Paris peut-être, si vous me permettez. Alors, on arrête, je vais essayer de... Oui, non, je ne sais pas si c'est juste ce que je vais faire. Voilà, quelques vues de Paris. Alors celle-ci, vous la reconnaissez tout de suite, c'est la pointe de l'île de la Cité. Ah, ça va bien vite. Et ça, c'est le plan de... On va faire une pause. Bon, on va faire la pause après. Alors, là, c'est une vue sur l'aval de la Seine. Là, c'est la place Dauphine. Bon, les proportions sont un peu étirées. Et là, une maison d'angle de la place Dauphine. Je vais essayer de ralentir le mouvement. Et là, vous avez la tour de Nesle à gauche et le Louvre à droite. Alors là, c'est une vue dans l'autre sens. Vous avez ce qu'ils appellent la porte de la Conférence, qui est sur la rive droite. Et puis ensuite, nous avons ici les jardins des Tuileries.
Et là-bas, au fond, nous voyons le Louvre. Et nous voyons ici le Pont-Neuf. Alors, sur le Pont-Neuf, des échafaudages. C'est le moment où on est en train de dresser la statue de Henri IV sur son socle, à peu près au milieu. Alors, allons plus loin. Alors, ça, c'était l'autre vue, quand on est de Laval, et qu'on voit alors la petite plage, si je puis dire, devant, c'est celle où a été brûlé le grand maître des Templiers, sous Philippe le Bel, la statue de Henri IV et l'entrée, si je puis dire, de la place Dauphine. Alors, on continue. Ah, le plan n'a pas voulu se stabiliser. Voilà. Alors, vous voyez le plan de Paris. Vous voyez cette rive droite, la ville, donc, comme on l'appelle, qui est extrêmement étendue. Alors, ici, les pointillés, c'est les murs de Philippe Auguste. Puis, ces murs ont été étendus, pardon, ce n'était pas sur les bons pointillés. Ces murs ont été étendus par Charles V, oui, sensiblement étendus. Et puis ensuite, sous Louis XIII, a été construit cette muraille qu'on a appelée les fossés jaunes, qui arrivent jusqu'à l'entrée de nos Champs-Élysées et qui englobe, vous voyez, ce très vaste espace. Au centre, l'hôtel de ville et le Châtelet, qui est une citadelle, une prison, un tribunal. Et puis nous avons la rive gauche, et vous voyez que la rive gauche est très réduite en superficie. Elle est restée à l'intérieur du mur de Philippe Auguste. Et nous sommes ici, voilà, juste au départ du Faubourg Saint-Jacques, qui va accueillir des maisons particulières, des couvents, bien entendu. Nous avons la même chose avec le Faubourg Saint-Marcel. Et nous avons également l'extension auprès du Palais du Luxembourg, qui est celui que se fait construire Marie de Médicis. Et nous avons encore alors tout le Faubourg Saint-Germain qui est ici, autour de l'abbaye Saint-Germain, qui est donc à l'extérieur des murs. Voilà donc cette physionomie du Paris de l'époque. Alors ici, bien vu de la place Dauphine. Ah, attendez, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de monde sur le Pont-Neuf. Alors, ce n'était pas toujours le cas. Diable, je n'y arrive pas. Voilà. Avec des chaises à porteurs, avec des marchandises que l'on emmène, avec quand même une charrette ou un carrosse, et puis beaucoup de piétons. On disait qu'on pouvait toujours sur le Pont-Neuf rencontrer un moine, un colporteur et un vendeur de nouvelles. Voilà, et l'une des maisons construites à l'entrée, ça c'est l'une des dernières qui reste dans le style d'origine. Ce style dit brique et pierre, qui est très caractéristique de style Henri IV et Louis XIII. Alors, quelques monuments, constructions de l'époque. Alors ça, vous connaissez bien, c'est l'église de la Sorbonne, construite par Richelieu. Je n'ai pas appuyé sur diaporama. Bon. Attendez. Il faut que je revienne. Donc de nouveau l'église de la Sorbonne. Le Val-de-Grâce. Ça va très vite. Les Carmes, une partie de leur terrain va servir à la création du Palais du Luxembourg. L'hôtel de Nevers, là nous sommes près de la tour de Nesle,
et l'hôpital Saint-Louis. Alors là, nous sommes sur la rive droite. Bon, on va laisser défiler de nouveau. Val-de-Grâce, les Carmes, l'hôtel de Nevers et l'hôpital Saint-Louis. Alors, si on s'arrête à la Sorbonne, tout ceci a été... Je n'y arriverai pas. Alors, le Val-de-Grâce, c'est vraiment l'œuvre de Anne d'Autriche. D'ailleurs, elle aimait à s'y réfugier. Et d'ailleurs, il y a eu des scènes horribles vers la fin du règne de Louis XIII, parce que Anne d'Autriche a été prise en flagrant délit de correspondance interdite avec son frère, le roi d'Espagne. Voilà. Alors, c'est allé très loin. Alors, c'est vous dire, hein, la violence des actes. Il y a un moment où le chancelier, le ministre de la Justice, qui est le chancelier Séguier, hein, on a des portraits du chancelier Séguier plus tard, et c'est quelqu'un qui est vraiment qui doit tout à Richelieu. Et Séguier a été prié donc de perquisitionner dans le petit appartement de l'Anne d'Autriche au Val-de-Grâce. Et Séguier ramasse des papiers en présence de la reine qui est outragée. Et à un moment, il dit mais je crois que vous avez caché des papiers sur vous-même. Et Anne d'Autriche dit comment osez-vous? Et il lui dit je vois que vous avez caché des papiers dans votre corsage. Et ou vous me les donnez, ou je vais être obligé de les chercher moi-même. Et alors donc évidemment Anne d'Autriche les sort, et c'était les papiers les plus graves et les plus compromettants. Bon, alors en tout cas dans cette affaire, Louis XIII avait décidé de renvoyer Anne d'Autriche en Espagne. Et c'est Richelieu qui lui dit écoutez, c'est bien, mais vous n'avez toujours pas d'héritier. Alors Louis XIII, qui ne peut plus supporter sa femme, mais il faut faire un héritier. Alors il se débrouille pour en faire un. Et ce sera donc le futur Louis XIV qui naît en 1638. Alors à ce moment-là, Anne d'Autriche devient intouchable. Enfin intouchable jusqu'à un certain point. Louis XIII ne vient pas souvent voir son fils, mais il vient de temps en temps le regarder. Et un beau jour, il est entré avec le casque, des plumes sur la tête et tout ça. Donc le petit Louis XIV est épouvanté et se met à pleurer. Il pousse des hurlements. Alors on l'enlève. Et Louis XIII dit à Anne d'Autriche, c'est vous qui le montez contre moi. Hein? Donc je vais vous l'enlever. Hein? Donc je vais vous l'enlever. Voilà, enfin, ça n'a pas été très drôle, hein, les dernières années de la vie de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Donc le Val-de-Grâce fait un peu penser à ça. C'était son seul refuge, mais vous voyez, il n'y avait pas d'immunité. Hein. Voilà, et là donc le Luxembourg qui est aujourd'hui installé à la place. Ici, nous avons alors des très beaux dessins de jardins. C'est vraiment l'époque où le nôtre en particulier commence à révolutionner l'art des jardins. Alors, on va prendre une autre série. Alors, la série suivante, c'est alors quelques scènes de la rue. Bon, alors pourquoi j'ai mis l'assassinat? Ça n'arrive pas tous les jours qu'on assassine le roi, mais c'est à cause de... Ah, diable. C'est à cause du décor et à cause de l'image que l'on a, voyez, de cet embouteillage. Vous voyez ce que je vous disais, ce n'est même pas un carrosse, hein. C'est un chariot dans lequel se promène le roi. Et voilà le tonneau de vin et le foin qui se sont accrochés et qui ont bloqué la rue. Alors, ça c'est une vue de la place royale, c'est-à-dire la place des Vosges, en 1612. On organise, le 11 c'est Marie de Médicis, on organise une magnifique réception sur la place royale, voilà, j'espère y arriver, avec 3 journées de ce qu'on appelle carrousel, c'est-à-dire que c'est des représentations de tournois fictifs dans lesquels les belles dames, les beaux seigneurs, la famille royale viennent, paradent, dansent,
s'escriment et on fait étalage de beaux habits et de luxe et de magnificence. Alors évidemment, seuls des privilégiés peuvent assister à ce spectacle, privilégiés qui sont soit aux fenêtres, qui se louent très cher, soit dans des tribunes que l'on voit aménagées, en particulier sur cette partie gauche de la place. Et ce sont donc 3 journées de festivités, et l'on se bat autour du château de la Gloire qui est là. Voilà, alors évidemment, c'est toujours le roi qui gagne au bout du compte. Et on joue ça comme un vrai roman d'aventure. Alors, ça donne une allure qui est une allure évidemment absolument somptueuse. Et les chroniqueurs, les journalistes de l'époque, sont friands de savoir, alors, la robe de la reine, il y avait combien de perles? Alors, tout à fait officiellement, on va dire, il y avait 20 000 perles cousues sur la robe de la... Les chiffres sont vrais, le record de la robe de la reine Marie de Médicis, ça a été au moment du baptême du futur Louis XIII, où il y avait 30 000 perles cousues sur sa robe. Bon, enfin, la robe était tellement lourde qu'il y avait quelqu'un de chaque côté pour l'aider à porter la robe, bien entendu. Et alors, sans parler des diamants, sans parler des bagues, etc. Mais les hommes ne sont pas en reste. Et donc, il y a une somptuosité qui est une somptuosité voulue. C'est un programme de gouvernement. C'est d'abord épater le populaire, et puis c'est d'autre part ruiner la noblesse. On dit toujours que Louis XIV, avec la cour à Versailles, avait comme programme de ruiner les nobles. Ça avait commencé déjà dès l'époque de Henri IV et l'époque de Marie de Médicis. Voilà. Donc les deux objectifs. Et on est bien arrivé à ruiner les nobles, oui, effectivement. Voilà, alors ici c'est une vue beaucoup plus pacifique et paisible. Alors, diable, je n'y arriverai pas. Non. Alors, bon, ça ne fait rien. Alors, ça, ce sont des marchands, des colporteurs, des marchands ambulants dans les rues de Paris. Celui-ci vend des raves et celui-ci vend des balais. Un spectacle quotidien. Voilà, on voit mieux. Alors ici, c'est un épisode qui s'est produit pendant la Fronde. Pendant la Fronde, Paris est assiégé par les troupes royales et en particulier, il n'y a plus de pain qui arrive à Paris. Or, les bons petits pains, vous ne savez pas d'où ils viennent de Gonesse. Alors tout le monde pleure, les pains de Gonesse, les pains de Gonesse, les pains de Gonesse. Et puis un beau jour, le roi est gentil, il dessert un peu l'étau et il fait passer des messages dans la ville de Paris en disant « Allez, si vous voulez, après-demain, il n'y aura plus de soldats sur la route de Gonesse, vous pouvez venir vous fournir en pain. » Alors donc l'expédition va à Gonesse et ramène triomphalement donc les pains de Gonesse ici. Et vous voyez que les Parisiennes accueillent les héros comme des héros, tellement on avait envie de ces pains de Gonesse. Voilà, on voit, c'est tout un spectacle du petit peuple que l'on voit ici. Alors ça, ce n'est plus le petit peuple du tout. Ça, c'est les habits que portent les hommes à la fin du règne de Louis XIII. Alors, ce sont des habits qui sont relativement sobres. Ils étaient beaucoup moins sobres à l'époque de Henri IV. Là, ils sont relativement sobres. Et vous retrouvez cette même sobriété dans cette image qui est du début du règne de Louis XIV, où là, c'est un couple, c'est 2 couples, qui sont dans l'atelier du sculpteur. Ils se retrouvent là et ils viennent chercher des statues. Attends, y arriver. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de votre patience. Je vous prie de m'excuser d'avoir dépassé le temps imparti. Et s'il y a des questions, je suis à votre disposition.